Bienvenue dans Enquête de région. Nous sommes à Toulouse, en plein cœur de la circulation pour un numéro spécial transport. Dans des villes de plus en plus engorgées et des campagnes de moins en moins desservies, quelle solution pour arriver à se déplacer? Notre première enquête va vous faire voyager dans le futur. Un futur qui est déjà en construction ici en Occitanie. Taxis volants, trains ultra rapides, navettes robots, nos moyens de transport vont complètement changer. Et avant cela, que nous réserve notre train quotidien? La réforme de la SNCF inquiète beaucoup de monde. Les petites lignes vont-elles vraiment réussir à sauver leur peau? On montera à bord de l'Aubrac et du Cévenol pour un étonnant rail movie. Petit à petit, on supprime des gares, on ferme des guichets, on supprime les emplois de cheminots, on supprime des trains, on organise la désorganisation des services, carrément on interdit le trafic fret et vous voyez ce petit nœud là, voilà, on cherche à nous étrangler. Et puis on va s'intéresser à nos gares. La Maugère à Montpellier, surnommée la gare fantôme, des millions d'euros engloutis pour des liaisons TGV hypothétiques. Et la gare Matabio à Toulouse, tout le quartier va être transformé, un projet ambitieux qui pose question. Imaginez qu'il ne faille plus que 20 minutes en train pour aller de Toulouse à Montpellier, que l'on prenne des taxis volants ou des navettes robots pour se déplacer en ville. Eh bien, à Toulouse, on prépare déjà les transports de demain. Des startups réfléchissent à la voiture connectée, des grands groupes comme Airbus testent des véhicules volants et d'autres construisent les TGV de demain. Occitanie, voyage dans le futur. C'est un reportage de Christophe Nédart, Thierry Villéger et Karine Glock. Un bus sans chauffeur, un hélicoptère électrique, un taxi du futur. Ces innovations ont un point commun, Toulouse. Aujourd'hui, la capitale de l'aéronautique investit un secteur d'avenir, les transports du futur. La 4e ville de France ne manque pas d'arguments pour séduire les entreprises. Un écosystème high-tech, des écoles d'ingénieurs performantes, un foisonnement de start-up. Toulouse, nouvelle pépinière des transports de demain, retour sur une success story. Un métro automatisé. Toulouse a toujours eu un temps d'avance. En 1985, la ville rose choisit le Val. Développé par Matra, ce véhicule automatique léger circule déjà à l'aéroport d'Orly et à Lille. Pas de conducteur, des rames sur pneumatiques, le tout en site propre. Un choix audacieux pour Toulouse. À l'époque, l'automatisme était déjà très avancé dans le monde spatial, mais aussi dans le monde des transports. Mais il fallait oser le faire dans le monde des transports urbains. C'est ce que Lille a fait, c'est ce que nous avons fait. Et je crois qu'aujourd'hui, on a été totalement imité, d'ailleurs par la RATP en 1998, et ensuite par tous les métros du monde aujourd'hui, dans tous les pays. Sans chauffeur, cette navette l'est aussi. Depuis 5 mois, elle est testée dans le centre-ville. À l'origine du projet, l'entreprise toulousaine EasyMile. Elle s'est associée à Ligier pour la fabrication. Électrique et autonome, cette navette peut transporter jusqu'à 15 passagers. Reliée à un central et dotée de nombreux capteurs, elle permet de rouler en toute sécurité. C'est une navette intelligente, voilà, qui repère les obstacles, réagit par rapport à ça.
et va suivre la vitesse et si je m'enlève de sa voile, va accélérer complètement. On va les laisser passer d'ailleurs parce que je pense qu'ils s'impatientent. EasyMile emploie 120 salariés et a des bureaux dans le monde entier. Une entreprise en pleine expansion pour un marché porteur. À terme, EasyMile espère s'installer dans les universités ou les grands sites industriels. Mais c'est avant tout sur les petites distances que les navettes peuvent être utiles. Elle comble un vide sur le dernier kilomètre, sur une mobilité aujourd'hui où ce n'est pas économiquement viable. Soit on doit prendre des bus qui coûtent très cher et qui sont très peu fréquents, ou alors on prend sa voiture pour faire 500 mètres, 1 kilomètre. Génial, quoi. Ouais, c'est vraiment bien. très très pratique, je trouve. C'est une bonne chose contre la pollution. Puis ça peut rendre service à beaucoup de personnes pour vous relayer jusqu'au métro ou au bus. Le succès d'EasyMile dépasse nos frontières. Des villes du monde entier se montrent intéressées. Comme ici en Californie, où la navette est testée sur route. Elle est déjà en service à Paris et Singapour, et pourrait l'être à Toulouse d'ici la fin de l'année. Retour à Toulouse. Depuis le départ de l'armée en 2011, l'ancienne base aérienne de Francazal est en pleine reconversion. Elle accueille des sous-traitants aéronautiques, mais aussi des entreprises high-tech. Beaucoup d'entre elles travaillent sur les transports du futur. Comme HTT, une start-up californienne. Vous ne verrez pas ses locaux car elle a refusé nos caméras. Hyperloop, c'est un train futuriste qui circule dans des tubes ressemblant à des pipelines géants. À l'intérieur, un vide d'air est créé, ce qui facilite la circulation des cabines propulsées par des moteurs électromagnétiques. À terme, ce train supersonique sera capable de transporter des voyageurs jusqu'à 1200 km/h. Il s'agit rien de moins que de mettre un vaisseau spatial sur Terre, dans un tunnel, c'est-à-dire créer le vide, créer la sustentation pour supprimer tous les inconvénients qui sont liés finalement à la roue. Et là, on est en train de passer au stade au-dessus. Donc évidemment que c'est pas facile. La résistance au séisme, la résistance aux vibrations, les poussières qu'il peut y avoir à l'intérieur, voilà des problèmes qui sont absolument passionnants pour nous autres scientifiques. À Francazal, la start-up californienne HTT compte installer son centre de recherche et de développement européen, mais aussi une piste d'essai d'1 kilomètre. Objectif, fabriquer les premiers prototypes et créer une 50aine d'emplois. HTT promet d'investir entre 50 et 100 millions d'euros et n'a pas choisi Toulouse par hasard. Toulouse est excitant pour nous, car il y a beaucoup d'entreprises aéronautiques ici. C'est le centre des technologies aéronautiques en Europe, donc nous pourrons mettre en commun nos compétences et nos moyens et trouver des partenaires locaux, ce qui permettra de développer la technologie Hyperloop. Sur l'ancienne base militaire, tout près des bureaux d'Hyperloop, un autre projet innovant est en train de voir le jour. Le taxi du futur. Un aéronef électrique, silencieux et sans chauffeur. C'est la start-up EVA qui développe cette navette. Un appareil à la pointe de la technologie. C'est une navette à 2 places qui peut décoller verticalement. Pour le faire, donc, on a plusieurs moteurs. Qui sont des moteurs électriques, tout à fait électriques, qui nous permet de donc, décoller verticalement, voler où on veut et après répivoter les moteurs pour atterrir verticalement sur un endroit d'un espace très réduit, donc notamment d'un espace de parking. Aujourd'hui, EVA compte 4 salariés, mais elle ne devrait pas en rester là. Car avec son taxi aérien, la start-up vise un marché porteur. Celui des villes et mégalopoles dont le quotidien rime avec bouchons, l'un des grands enjeux de ce 21e siècle. La problématique qu'on avait décidé de résoudre, c'est le trafic urbain. Ça nous stresse énormément, on perd énormément de temps et en même temps on pollue aussi énormément. C'est la solution, à mon avis, c'est vraiment la meilleure qu'on peut avoir, c'est voler au-dessous du trafic. Parce que ça, en fait, si on exploite la 3e dimension, on a différents couloirs aériens qu'on peut exploiter avec des coûts d'infrastructure presque nuls.
Vous êtes content du hangar Pour Eva, le choix de s'installer à Francazal s'est rapidement imposé. C'est énorme, en fait ça fait 5000 m². On ne va pas tout utiliser au départ. Sur l'ancienne base aérienne, cette start-up dispose de tout l'espace nécessaire pour son développement, notamment cette piste d'atterrissage. On a en même temps la possibilité de tester, assembler au même endroit dans notre hangar qui est à côté de nos offices administratifs, notre aéronef, et en même temps, vu qu'on est à côté d'une piste d'atterrissage des avions, ça nous permet aussi de le tester ici, sur place. Depuis 3 ans, la métropole toulousaine fait tout pour attirer les entreprises high-tech. Objectif, faire de ce territoire la capitale française des transports du futur et participer à son développement économique. Une vraie bataille car la concurrence est rude en Europe. Pour se battre à armes égales, Toulouse Métropole a créé une agence d'attractivité, une structure qui accompagne les start-up. On cherche des locaux, un peu comme le hangar ici pour Eva. On cherche également à les aider sur les recrutements. Parce que nous parlons à des entreprises étrangères qui ne connaissent pas forcément le système français, chercher éventuellement des financements, leur expliquer un peu aussi la fiscalité et toute la partie juridique d'une implantation. L'École nationale de l'aviation civile, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Les écoles d'ingénieurs qui travaillent sur les transports du futur ne manquent pas à Toulouse. Regardez comme il est bien symétrique, on voit bien que l'avion reste dans son plan là. Un atout considérable pour séduire les entreprises de ce secteur, car elles peuvent puiser dans un vivier exceptionnel. Toulouse est unique en Europe en ce qui concerne les transports du futur. Elle a des atouts exceptionnels parce qu'elle rassemble à la fois les académiques, les laboratoires que nous voyons ici, 106 000 étudiants, 1700 à Supaéro, en voilà quelques-uns, on fabrique de la science. Du coup, la caméra thermique est vissée, le connecteur, on pourra le gonfler. Hop. Et ensuite, on ira faire des tests du coup. Cette grande école ne se contente pas de former des futurs ingénieurs. Elle soutient aussi leurs projets. Ces étudiants ont créé une start-up dans les locaux de Supaéro. En 3 ans, ces futurs diplômés ont développé Diodon, un drone gonflable, unique au monde. Il est destiné à un marché très ciblé, la défense, la sécurité civile et la sécurité en montagne. Coût de l'investissement, 70 000 €. Le soutien de l'ISAE Supaéro a été décisif pour faire aboutir le projet. L'école nous a vachement appuyés tout au long de notre développement pour créer notre structure. Donc, notamment la fondation de l'école nous a permis de financer notre premier brevet. Et après, l'école nous a hébergés une fois que nous avons créé la société dans les locaux, dans les ateliers de l'école. Donc ça nous permet de prototyper beaucoup plus rapidement et enfin d'avoir accès au savoir des différents chercheurs qui sont un peu spécialisés sur ce type de plateforme. Donc on a accès à beaucoup de savoir. Voilà un drone d'une autre dimension. Vahana, c'est son nom, a effectué son premier vol d'essai fin janvier. Ce taxi autonome et électrique a été développé par Airbus. Car les transports du futur ne sont pas l'apanage des startups. Les grands groupes aussi investissent ce marché. Aujourd'hui, le groupe aéronautique européen est en pointe dans ce domaine. Et les projets ne manquent pas. Mathias Thompson dirige le département de la mobilité aérienne urbaine à Airbus. Selon lui, les transports du futur sont devenus un enjeu stratégique pour l'avionneur européen. Nous pensons que les vols du futur seront électriques et autonomes, que ces engins volants seront construits avec des composants très pointus. Pour nous, le projet de mobilité urbaine aérienne permet de faire converger ces technologies du futur. C'est la première application concrète de ces nouvelles connaissances. Nous pensons que ce que nous allons apprendre dans le domaine des transports du futur aura des retombées sur le reste de nos activités. Autre projet d'Airbus, la voiture volante. Voici Pop-Up, entièrement électrique et autonome. Le groupe aéronautique s'est associé à l'entreprise Italia Design pour développer ce projet.
Cette voiture futuriste a été présentée au dernier salon de l'auto de Genève. Le pop-up pourrait être commercialisé d'ici 2025. La particularité de cet engin, c'est qu'il combine plusieurs modules. On a un module volant, un module roulant, plus une capsule pour le passager qui peut être couplé soit au module roulant ou soit au module volant pour compléter un trajet. Dans le même esprit, l'avionneur européen travaille aussi sur le City Airbus, un taxi à 4 places, électrique et autonome. Grâce à Airbus et aux nombreuses entreprises innovantes, Toulouse s'est imposée comme l'une des capitales des transports du futur. Dans un monde où la mobilité est devenue un enjeu majeur, c'est un secteur qui ne manque pas de perspectives. On vient de le voir, le futur s'écrit déjà au présent ici en Occitanie. Mais la voiture aura-t-elle encore sa place demain à l'heure des taxis volants et des trains ultra rapides? C'est la question que Léo va poser à Jean-Luc Maté. Cet ingénieur est l'un des pionniers de l'électronique automobile moderne et on va les retrouver à bord de cette navette autonome qui est en test depuis quelques semaines ici à Toulouse. Jean-Luc Maté, bonjour. Alors nous sommes à bord de la navette autonome qu'on a vue dans le reportage. En fait, c'est un gros robot, ni plus ni moins. Alors, oui, c'est un gros robot. On peut dire que c'est un gros robot puisqu'il n'y a pas d'interface homme-machine pour conduire en fait. Vous n'avez pas de volant, vous n'avez pas d'accélérateur, vous n'avez pas de frein. Donc c'est vrai que ça ressemble à un robot. Par contre, les technologies qui ont permis de construire ce véhicule sont des technologies automobiles. Les freins, les roues, les moteurs, l'ensemble de l'architecture du véhicule, c'est un véhicule automobile. Mais en effet, l'intelligence qui s'y trouve à l'intérieur provient beaucoup de la technologie, de la robotique et de l'intelligence artificielle. Alors, on a vu la navette robot. Vous travaillez vous aussi sur la voiture de demain. Est-ce que demain, dans 20, 30, 40 ans, à l'heure des navettes autonomes, à l'heure des taxis volants, à l'heure des trains ultra rapides, la voiture aura encore sa place? Écoutez, la voiture aura sa place, mais est-ce qu'on l'appellera encore voiture? Alors tout dépend de l'échéance et tout dépend de la manière dont on se positionne. Si vous allez à Singapour, à Tokyo ou ailleurs, ou si nous sommes à Toulouse, le point de vue va être un peu différent. Les voitures se transforment, c'est clair. La voiture telle qu'on l'a connue par le passé, un véhicule tout usage qui est capable d'aller explorer le pôle arctique ou la vallée de la mort à plus 40 degrés, on n'est plus sur ce concept-là. Aujourd'hui, le véhicule est en train de se fragmenter, le segment du véhicule se fragmente et on va voir des véhicules qui resteront des véhicules encore, on va dire, traditionnels. Il s'en vendra encore des dizaines et des centaines de millions à l'horizon 2000, 2030, 2040, mais certainement pas chez nous. Comment elle sera la voiture de demain? Ça sera une voiture robot ou il y aura encore une action du conducteur? La voiture de demain, il y aura deux types de voitures. Il y aura des voitures autonomes qui auront des usages très particuliers, le robotaxi, qui en fait sera un service en chauffeur. Et puis il y aura des voitures qui permettront d'avoir des modes autonomes. Vous pourrez prendre à la volée une voiture en location, en autopartage. Et cette voiture vous permettra de rentrer sur l'autoroute à la rocade X et d'arriver à Barcelone en n'ayant pratiquement pas tenu le volant, dans un mode de conduite parfaitement autonome. Cela, c'est quelque chose qui est prévu à très court terme. À très court terme, il y aura des assistants d'aide à la conduite autonome sur autoroute. Dans 2, 3, 4 ans, vous aurez ça sur des véhicules premium et dans 5 à 10 ans, vous l'aurez sur des véhicules grand public. C'est la course chez les constructeurs, j'imagine. Les constructeurs sont dans une course effrénée. Ils sont aujourd'hui en train d'embaucher des dizaines de milliers d'ingénieurs pour arriver à gagner la bataille de la course à la voiture autonome et connectée et à des voitures aussi qui ne seront pas forcément uniquement perçues comme des voitures, mais qu'on appellera plutôt des people movers, des transporteurs de citoyens dans des grandes villes. En 2-3 mots, on parle de la voiture de demain, mais on ne peut pas parler de la voiture de demain sans parler du carburant du futur. Il en faudra un carburant nouveau que ce qu'on connaît. Alors écoutez, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est que nous ayons une explosion du nombre de carburants utilisés par le véhicule.
Au préalablement, on avait encore en 2016-2017 pratiquement 95% de véhicules qui fonctionnaient avec des carburants fossiles. En 2030-2035, on aura des véhicules qui fonctionneront au gaz, des véhicules qui fonctionneront à l'hydrogène, des véhicules qui seront 100% électriques. On en aura de plus en plus. 30% des véhicules en 2035 ou 40% des véhicules en 2035 seront des véhicules purement électriques. Merci beaucoup. Effectivement, une société d'économie mixte du Tarn travaille actuellement sur le carburant du futur. On va retrouver la directrice du réseau Recherche et Développement, Carole Barraud. Elle est avec Anne-Sophie. Bonjour Carole Barraud. Bonjour. On est ici sur le site de Trifil, en plein cœur du Tarn, à la Bessières-Candeille. Et c'est ici qu'arrivent des tonnes de déchets de plusieurs départements. L'Hérault, le Tarn, l'Aveyron, la Haute-Garonne, l'Aude. Combien de tonnes de déchets vous traitez ici par année? Alors, on traite environ 180 000 tonnes de déchets par an qui sont stockés dans un bioréacteur. Donc le principe du bioréacteur, ce sont de gros casiers creusés dans le sol, étanches, dans lesquels on peut stocker par casier environ 100 000 tonnes de déchets et qui vont permettre en fait de dégrader la fraction fermentescible qui est présente dans les déchets résiduels des ménages. C'est ça, ce gros réacteur dont vous parlez, c'est là que se trouve une quinzaine de casiers. C'est ça. Et donc, ce qui vous intéresse, vous venez de le dire, c'est la partie fermentescible, c'est-à-dire ça correspond à quoi dans nos poubelles? En fait, c'est les déchets de cuisine, pour faire simple. Ces déchets de cuisine vont, dans ces casiers-là, se dégrader et former un biogaz qui est composé de 60% de méthane, qui est, lui, valorisable d'un point de vue énergétique. Alors oui, justement, qu'est-ce que vous en faites de ce méthane? Alors, ce biogaz qui contient du méthane est envoyé principalement au moteur de cogénération. Nous avons 3 moteurs qui permettent de produire de l'électricité et de la chaleur. Mais nous envoyons aussi une toute petite partie de ce biogaz dans 2 unités qui permettent de produire du carburant. Et c'est précisément ça qui nous intéresse. On va aller voir ce que vous faites pour fabriquer ce carburant du futur. Venez. Et le cœur de vos recherches, Carole, ça se passe ici, dans cette station expérimentale unique en France. Vous récupérez donc des déchets que vous transformez en biogaz. Le biogaz ici, vous le transformez en hydrogène pour faire quoi? Alors en fait, l'hydrogène déjà qui est formé va chez nous être utilisé en tant que carburant. C'est un carburant qu'on peut considérer comme un carburant vert puisqu'il est produit à partir de la fraction fermentescible des déchets résiduels et non pas à partir d'origine fossile. L'avantage en plus, c'est qu'une fois qu'il sera utilisé dans le véhicule, le pot d'échappement de ce véhicule va ne rejeter que de l'eau, donc un intérêt environnemental. Donc pas de pollution, on peut donc rouler à l'hydrogène. Mais alors ça c'est une voiture électrique en fait, à quoi sert exactement l'hydrogène? Expliquez-nous. Alors l'hydrogène sert à amener de l'autonomie supplémentaire aux véhicules électriques. Un véhicule électrique de ce type fait environ 130 km sur la batterie pure. Grâce à l'hydrogène, on va pouvoir doubler l'autonomie du véhicule, donc on va pouvoir aller plus loin. Donc c'est un super booster pour les véhicules électriques qui se développent énormément en ce moment. Donc oui, ça peut être intéressant justement pour accélérer l'arrivée des véhicules électriques. Tout à fait. Alors une donnée intéressante, c'est que 1 kg d'hydrogène, on estime que ça permet de faire 100 km. Voilà, ça vous donne un peu une idée. Donc là-dedans, il y a environ 1,6 kg d'hydrogène de stocké, donc qui nous permettent de faire 160 km facilement. Et ça coûte combien 1 kg d'hydrogène? Alors ça, le coût de l'hydrogène aujourd'hui, c'est toute la question parce que c'est une filière nouvelle qui n'est pas développée, mais on a un objectif quand même à atteindre. Et on sait que l'hydrogène deviendra intéressant si on arrive à le vendre à la pompe à environ 6 € le kilo, pas bien plus. Sinon, on ne sera pas compétitif par rapport au carburant classique. Donc il y a encore des choses à développer. Concrètement, comment ça va se passer quand il va falloir faire le plein d'hydrogène? Expliquez-nous. Alors en fait, c'est une station, on va dire, classique comme les autres. On ne va pas mettre plus de temps pour faire le plein. Le plein du véhicule sera frais. On le fait? Oui, tout à fait. On peut le faire. Démonstration par l'exemple. Donc la station de distribution, c'est une station de distribution classique, sauf que là, on va prendre du gaz pour mettre dans le véhicule et non pas de l'essence ou du diesel. Et en fait, dans ce véhicule, il suffit de clipser ici, hop, comme ceci. Et le plein se déroule en fait en 2 minutes comme dans une station classique. Sauf qu'il faut qu'il y ait des stations à hydrogène un petit peu partout. Et ça, on en est quand même très loin. On en est très loin, mais parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Pour développer la filière, il faut des stations, mais il faut aussi des véhicules. Donc qui part le premier? Tant qu'il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de station. Tant qu'il n'y a pas de station, il n'y a pas de véhicule. Donc il faut que certains acteurs prennent des risques. Et nous, on a décidé d'avoir et la station et le véhicule. Et l'hydrogène, bien sûr, c'est un gaz.
Et donc on pense à la question de la sécurité. Est-ce que c'est dangereux de faire le plein ou de rouler à l'hydrogène? Eh ben, en fait, pas plus qu'un autre gaz, pas plus que le gaz naturel par exemple. Il faut savoir que chaque gaz a ses particularités. Une fois qu'on maîtrise les particularités du gaz, on maîtrise le risque potentiel de ce gaz. L'hydrogène en plus a la particularité d'être très énergétique, c'est sûr, mais surtout très léger. Donc en fait, il se disperse très rapidement dans l'air, donc très peu de risque qu'il y ait des poches d'hydrogène d'accumuler, et donc très peu de risque qu'il y ait des problèmes d'explosion, d'inflammabilité ou tout autre problème de ce genre. Et dans combien de temps on pourrait imaginer rouler avec des voitures à l'hydrogène à partir de nos déchets? Moi, je pense que d'ici 5 ans, il faut espérer que la filière se soit développée. La production d'hydrogène à partir des déchets, la technologie existe, on est prêt. Ce qu'il faut maintenant, c'est développer les usages. Donc il va falloir expliquer, communiquer, sensibiliser sur cette filière-là et sur l'intérêt qu'elle peut avoir d'un point de vue environnemental, énergétique et économique. Bon, maintenant qu'on a fait le plein, on laisse cette voiture? Allez, on peut y aller, Allez, on peut va faire l'essayer. un petit tour pour continuer avant de retrouver Léo qui nous attend du côté de Porty-sur-Garonne. Allez, on est parti. Enquête de région, deuxième partie. Nous allons continuer maintenant l'émission en train à bord de 2 trains historiques, l'Aubrac et le Cévenol. Ils font partie de la dizaine de petites lignes qui quadrillent la région. L'Aubrac relie la Méditerranée au Massif central. Le Cévenol, nuit, va de Nîmes à Clermont-Ferrand. 2 lignes régulièrement menacées comme beaucoup d'autres petites lignes de la SNCF. Fréquentation trop faible, manque de services ou d'entretien. Qu'en est-il vraiment? Nous avons décidé de monter à bord dans des conditions dantesques, vous allez voir. Entre les lignes, c'est un rail movie proposé par Jean-Michel Escafre, François Jobard et Stéphane Janouf. Le 28 février dernier, la neige s'installe le long de la Méditerranée. À la gare de Nîmes, les flocons n'empêchent pas les trains de rouler, mais le trafic est fortement perturbé. Beaucoup de passagers sur le départ et des annonces qui à chaque fois incrémentent les retards. TER 877 958 à destination de Clermont subit un retard de 30 minutes, si c'est pas plus. Merci de votre attention. Nous avons choisi ce jour pour prendre la ligne Nîmes-Clermont-Ferrand. Notre destination, les Cévennes. Les conditions sont extrêmes, -7, -8, beaucoup de neige sur la route, c'est coupé. Il reste le train, on prend le Cévenol, direction d'abord Villefort et ensuite Langogne. Le TER est bien là, mais il attend son conducteur qui, lui, doit affronter les routes glissantes. Après 1 heure de retard... Le conducteur de notre train va arriver et le départ est imminent. Bienvenue à bord du Cévenol, un train qui compte parmi les petites lignes d'Occitanie. Sur son parcours, ce train a vu des gares se fermer, des voies ferrées en travaux et pourtant, il roule depuis 151 ans. Aujourd'hui, ces 2 voitures sont remplies aux 2 tiers et ses passagers affichent un sourire de satisfaction, soulagés d'avoir fait le choix du rail alors que les routes sont enneigées. Il y a eu aussi du retard aujourd'hui à cause de la neige, mais enfin, on imagine l'état des routes. S'il n'y avait pas ce train, on était bloqué à Nîmes pour la journée, quoi. Mesdames, messieurs, nous arrivons en gare d'Alès. Alès, avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à votre place. En gare d'Alès, le train se vide, un peu comme si le TER lâchait du lest avant de se hisser vers la Lozère. Un trajet plus pentu, plus sinueux. La route qui longe la voie ferrée vient d'être fermée à la circulation. Seul le Cévenol circule. Rencontre avec une famille franco-belge qui habite entre Mende et Langogne. Ce matin, tout le monde est descendu en bus à Nîmes pour prendre l'avion vers Bruxelles. Mais le vol a été annulé à cause des conditions climatiques. Vacances reportées et retour à la maison le cœur un peu serré. Il suffit de regarder à travers la fenêtre et le paysage a des vertus apaisantes. Moi j'adore le train, je trouve ça très agréable, les paysages sont magnifiques. Le temps passe 10 fois plus vite en train que... On peut nettement plus apprécier le paysage, quoi. Et les paysages sont très très beaux.
Moi qui retourne de temps en temps dans mon pays ou ma famille qui vient me voir, si cette ligne n'existerait plus, ce serait le parcours du combattant pour arriver jusqu'en Lozère, quoi. Ce serait vraiment très très compliqué. Donc sans ça, on serait encore beaucoup plus coupé du monde que ce qu'on est déjà. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à Villefort. Lors de la descente, prenez garde à la neige sur le marchepied et sur le quai. On a dit qu'il ne fallait pas se casser une jambe. Villefort est la première ville rencontrée en Lozère, puis la Bastide et enfin Langogne. Des températures négatives, une gare déserte mais ouverte et chauffée. En revanche, le week-end, il n'y a pas de personnel. Ça fait partie des mesures dénoncées par le maire de la ville. Depuis 4 ans, il est à la tête de l'association des élus pour la défense du Cévenol. 2 correspondances supprimées depuis l'été 2017, des trains de plus en plus lents. Il reproche à la SNCF d'oublier son territoire. La SNCF ne fait pas toujours bien son travail. Moi, je vous donnerai un exemple. Nous avons des étudiants ici à Langogne qui vont faire des études à Montpellier. Ils avaient un train qui partait de Langogne le dimanche soir et ils mettaient 3 heures parce qu'ils avaient une correspondance à Nîmes pour Montpellier. Depuis quelques mois ou quelques semaines, il n'y a plus cette correspondance. Ils doivent attendre 1 heure. Au lieu de mettre 3 heures, ils mettent 4 heures. Et c'est là qu'on dit que l'organisation du transport par la SNCF n'est pas... je dis n'est pas performante, je suis encore gentil, mais on se demande s'ils ne le font pas exprès. Parce que vous comprenez bien que ça détourne les usagers. Quand vous passez de 3 heures à 4 heures, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous mettez plus de temps qu'il y a 40 ans. Il est vrai que ces lignes ne sont pas rentables. La ligne des Cévennes n'est pas rentable. Alors ce qu'on attend de la part du gouvernement, c'est que justement, s'il s'engage sur ces lignes, c'est qu'il rentre non pas simplement sur la thématique économique, mais qu'il rentre sur la thématique de l'aménagement du territoire. Et c'est là où on attend des réponses un peu plus concrètes. Étape numéro 2 de notre train movie. Aujourd'hui, nous sommes à Langogne, direction Villefort. On redescend un petit peu vers Nîmes pour rencontrer des défenseurs de ce train, le Cévenol, qui, pour les habitants là-bas, est vital. La musique s'emballe, mais le Cévenol prend son temps. Aujourd'hui, même sur les rails, la circulation est difficile. Les agents SNCF craignent la formation de congères. Sur le trajet du TER, 3 gares ont failli disparaître. La Grand-Combe, Génolac et Villefort. C'était en 2015. Un peu partout, des comités de défense se sont créés. Alexandre fait partie des néo-ruraux qui ont choisi de vivre en Lozère. Ce qu'il a décidé, c'est justement la présence d'un train qui relie Villefort au reste du monde. Et dans ce cas, il n'est pas le seul. On se croirait un peu perdu, mais pas du tout. Non. Il y a toujours des habitants autour dans les villages, exactement d'ailleurs. Dont vous. Oui. Et là, ici, là, juste au-dessus de la gare, il y a aussi une nouvelle famille qui s'est installée, qui fait du fromage de chèvre et dont la compagne prend le train assez régulièrement parce qu'elle travaille toujours à Paris. Donc en fait, 2 fois par mois, elle fait l'aller-retour jusqu'à Paris et ils se sont installés juste au-dessus de la gare. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent s'installer ici pour avoir une activité? Oui. Et qui prennent le train? Exactement. Le chef de gare s'est levé très tôt pour déblayer la neige sur le quai. En toutes circonstances, Michel Montagnier tient à ce que l'accueil des voyageurs reste convivial. On m'a dit hier, je suis allé toi jusqu'au bout là. On le voit. Ah ouais. Après, tu as un machin comme ça. Oui. Ah, mais il est tombé tout ça cette nuit quand même. Oui, tout ça cette nuit. Ouais. Mais j'ai regardé, il y a entre 30 et 40 cm, ça dépend où. À un moment donné, ça m'arrive là au bout. De toute façon, j'ai les pieds trempés depuis ce matin. Les pieds trempés. Bon, allez. Allez, bon courage. Aujourd'hui, les 2 agents qui sont en place à la gare de Villefort partent à la retraite à la fin de l'année. Et donc, notre grande crainte, c'est que la gare ferme totalement. Qu'ils ne soient pas remplacés et que non seulement on n'ait plus de guichet, mais qu'on n'ait plus non plus de gare, que la Villefort devienne simplement une halte comme à Chamborigot. Donc avec, comme aujourd'hui, attendre le train dehors dans le froid. Le nombre de trains il n'est pas suffisant, mais c'est surtout les horaires qui sont très mal placés.
Parce qu'aujourd'hui, les horaires, ils permettent que de faire du loisir et pas du travail. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent sur Langogne ou sur Villefort qui vont travailler à Mende, mais qui ne peuvent pas le faire avec les transports en commun parce que les horaires ne le permettent pas. Il y a 1 an et demi, l'État s'est désengagé du train des Cévennes. La région Occitanie en a hérité. Aujourd'hui, elle se veut optimiste. 3 nouvelles rames d'ici 2 ans, des travaux de maintenance réguliers et une subvention de l'État jusqu'en 2023. Sur cette ligne, les liaisons trains sont de plus en plus souvent remplacées par des bus, mais pas question pour autant de supprimer le Cévenol. Nous nous sommes au contraire installés dans une logique de réouverture de lignes, dans une logique de renforcement de l'offre. Nous ne sommes pas dans une situation où il y aurait d'un côté le train qui coûte cher et pas de dépenses du côté de la route. Non, nous sommes dans des situations où il y a des choix à faire. Et pour ce qui nous concerne, nous faisons le choix d'avoir un service public régional des transports qui soit une articulation entre le ferré et les transports interurbains. On a changé de versant. Après le Cévenol, on est dans l'Aubrac, le train qu'on a pris à Séverac-le-Château, direction Bédarieux. Attention, les trains comme celui-ci, il y en a seulement 2 par jour. On pourrait la prendre pour une petite ligne, mais elle a tout d'une grande. C'est la première à avoir relié Paris à Béziers par le Massif central. Également pionnière pour l'électrification de sa voie ferrée, elle a même gardé ses poteaux en forme d'ogive. 4h50 pour faire Neussargues-Béziers, c'est 1h20 de plus que dans les années 2000. Alors, les quelques passagers prennent le temps de contempler le paysage. C'est trop chouette ce petit train, moi. Et j'ai envie de le faire vivre à chaque fois que je monte dedans. Je suis content de monter dedans, surtout dans ma petite gare à Campagnac. Rencontre avec un voyageur train plus vélo, plutôt écolo. Je pense que c'est aussi un service public pour les gens, des personnes âgées par exemple, qui ne peuvent plus circuler en voiture, ou même les gens qui n'ont pas les moyens financiers d'acheter une voiture, quoi. Donc il faut, pour moi, il y a une urgence vraiment à la fois sociale et je dirais climatique de maintenir toutes ces petites lignes. Pour moi, c'est absolument fondamental. À défaut d'être rentable, le train de l'Aubrac contribue à l'équilibre territorial. Pourtant, en 1995, la ligne a failli être supprimée. À l'époque, un conducteur de train a tout de suite fondé un comité pour défendre l'Aubrac. À notre arrivée à la gare de Bédarieux, Jackie Tello nous attend. Sa motivation est intacte. Pour lui, la ligne de l'Aubrac a plusieurs problèmes. Le premier s'appelle A75. Et cette autoroute qui est gratuite, sauf le péage du viaduc, concurrence directement le train. Donc aujourd'hui, l'alternative de garder cette ligne de l'Aubrac comme grande ligne, c'est soit le choix de l'autoroute, c'est le choix du tout routier-autoroutier, soit le choix de la raison, du développement durable et du choix d'une planète qu'on va laisser propre à nos enfants. Sur les voies de l'Aubrac, on croise des trains nationaux et des TER gérés par la région. La région Occitanie a moins d'1 an pour prouver à l'État l'utilité de la ligne, notamment dans sa partie Massif central. Si jamais l'État devait se désengager complètement, la région seule n'aurait pas les moyens de financer ce train historique. Ce serait une catastrophe pour le comité de défense. Jackie Tello ajoute que le processus a déjà commencé. On nous a mis un petit nœud coulant et petit à petit on serre, petit à petit on supprime des gares, on ferme des guichets, on supprime les emplois de cheminots, on supprime des trains, on organise la désorganisation des services, carrément on interdit le trafic fret et vous voyez ce petit nœud là, voilà, on cherche à nous étrangler. Mais nous, on met de plus en plus un tabouret de plus en plus haut pour toujours ne pas mourir et ne pas être étranglé complètement, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir. Juste à côté de la gare, Jackie Tello anime le loto des retraités cheminots de Bédarieux et il use de métaphores ferroviaires. Dans un tunnel, celui des Cabrils, 35. À piste pour la mise en place à la quine. Dans les communes des Hauts-Cantons, il y a de la vie près des rails, un lien social qui va au-delà des déplacements, un lien qui relie Occitanie et Auvergne.
Le train est peut-être le dernier rempart contre la désertification rurale, mais pour durer, il devra s'affranchir des chiffres de la rentabilité. Portée-sur-Garonne, tout le monde descend. Nous sommes à quelques kilomètres de Toulouse, sur l'une des petites lignes d'Occitanie. En février dernier, le rapport Spinetta a pointé le manque de rentabilité de ces lignes, des lignes d'un autre âge selon lui. Mais qu'en pense la région qui finance ces trains du quotidien? Anne-Sophie est avec Christian Dupraz, conseiller régional Europe Écologie Les Verts. Bonjour Christian Dupraz. Bonjour. Vous qui vous êtes occupé des états généraux du rail, que disent les usagers sur ces petites lignes? Est-ce qu'ils veulent absolument les garder? C'est vraiment quelque chose de très important pour tous les usagers. Ces petites lignes sont en fait très grandes parce que pour les gens qui les utilisent, c'est leur vie quotidienne. Et nous nous insurgeons à la région contre le fait de dire que parce qu'elles ont peu de voyageurs, elles doivent être sacrifiées. Pas du tout. Le service qu'elles rendent est essentiel pour les territoires. Oui, mais une centaine de personnes sur ces petites lignes, c'est pas suffisant. Alors aujourd'hui, il y a une centaine de personnes parce qu'on les a ignorées, parce qu'on les a délaissées pendant 50 ans. Et notre ambition, c'est au contraire de leur redonner un rôle majeur dans le territoire et donc qu'il n'y ait plus 100 personnes par jour, mais beaucoup plus. Et ça, c'est vraiment notre ambition. Mais vous avez quand même vu ce rapport Spinetta qui a inquiété tout le monde. On s'est dit elles vont pas survivre ces petites lignes. Elles sont a priori sauvées, mais est-ce qu'elles sont condamnées à être renflouées en permanence par la région? Le transport ferroviaire, de toute manière, est subventionné. Quand vous payez votre billet de train, à travers vos impôts, vous en payez encore plus. Donc le fait que ce soit un service public justifie parfaitement cela. Le rôle du train, c'est bien au-delà de transporter, c'est de structurer la vie économique, la vie sociale. Donc c'est normal que les pouvoirs publics, que les collectivités aident le train. Ça, c'est pas du tout remis en cause. Est-ce que vous allez pouvoir aider les 10 petites lignes de la région Occitanie? Il va falloir en sacrifier certaines, et lesquelles? Nous allons essayer de toutes les maintenir. Évidemment, l'État aujourd'hui nous rend la situation vraiment très compliquée. Quelles pourraient être les solutions? Est-ce que par exemple transformer ces trains en sorte de RER avec des trains qui passent davantage, ou bien multiplier les tarifs avantageux, les trains à 1 euro? Tout à fait. Alors RER n'est pas le bon terme. Un RER, c'est un train, il y en a un toutes les 5 minutes. Non, ce qu'il faut, c'est cadencer, c'est qu'il y ait minimum 6 allers-retours sur chaque ligne et même 8 à 10 chaque jour, de manière à ce que ce soit un vrai service, qu'on puisse aller prendre le train de manière décontractée et pas en guettant le seul train de la journée. Donc ça, oui, c'est notre volonté sur toutes les petites lignes de la région. Ici, on est dans la gare de Portée-sur-Garonne. On n'est pas exactement dans une gare, on est dans un PEM. C'est quoi ça, un PEM? Alors les PEM, c'est l'avenir des gares en fait. Une gare, il faut qu'on puisse y aller facilement. Il faut qu'on puisse y aller de plein de manières, en voiture, à pied, en vélo, en trottinette. Et donc ça, c'est la nouvelle organisation des gares. Il faut qu'une gare, ça soit un endroit où on arrive très facilement, où on puisse se garer, où on puisse laisser son vélo en sécurité. Et ça c'est ce qu'on voit là. Il y a les vélos, il y a les voitures. En fait, un PEM, c'est un point d'échange multimodal. Où on utilise en fait plusieurs sortes de modes de transport. Exactement, parce que pour prendre le train, il faut qu'on puisse accéder facilement à la gare. Et ça, c'est essentiel. Et donc, nous avons un gros projet, un gros programme sur toute la région Occitanie, qui est de faire une centaine de pôles d'échange multimodaux autour de chaque gare, qui facilitera vraiment l'usage du train. L'objectif, c'est que les gens prennent plus le train. Et pour ça, il faut que ça soit simple. Alors à propos de gare, en voici une qui vous donne des boutons, c'est la gare de la Maugère à Montpellier, c'est la nouvelle gare TGV. Elle doit être inaugurée en juillet, sauf qu'elle risque de ne pas voir passer beaucoup de trains. Pour bien comprendre, regardez cet extrait d'un reportage qu'on a diffusé le 1er février dernier. Les travaux de la gare de la Maugère sont presque terminés, mais on peut se demander à quoi elle va finalement servir. Le rapport Duron, rendu ce midi à la ministre des Transports, vient de vider le nouvel établissement de sa substance. La construction de la LGV, la ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan, a été enterrée. Seul un mince espoir subsiste sur la portion Montpellier-Béziers. Ce qui est important, c'est d'arriver à faire assez rapidement le segment Montpellier-Béziers. Parce que sur ce segment, nous avons un consensus, nous avons la DUP qui est prête et nous avons des fonds européens. Et je vous rappelle que c'est le premier élément du secteur transfrontalier pour joindre la France et l'Europe et l'Espagne dans le cadre des réseaux européens. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce segment-là, Montpellier-Béziers. Problème,
La construction de cette portion Montpellier-Béziers est mise en concurrence directe avec la réalisation de la LGV Toulouse-Bordeaux, une des rares lignes déclarées prioritaires par le rapport Duron. En clair, si le gouvernement suit l'avis de la Commission, Toulouse-Bordeaux sera construite d'ici à 2037, Montpellier-Béziers-Perpignan seulement après. Christian Dupraz, est-ce que cette gare de la Maugère va rester une coquille vide? Je le crains. Je le crains parce que dès le départ, sa conception était absurde et aujourd'hui la SNCF le reconnaît en disant qu'elle ne peut pas y mettre de train. Alors on sait qu'aujourd'hui cette gare, pour que son budget soit équilibré, il faut qu'il y ait 50 trains par jour. Il y en a 4 de prévus. On nous en prévoit 4, 2 départs, 2 arrivées. C'est tellement ridicule que voilà. Oui, mais néanmoins, il y a quand même 135 millions d'euros qui ont été investis. Il faut faire quelque chose maintenant. Plus les accès. Alors, que faire aujourd'hui? On nous dit qu'il faut faire la gare de Nîmes pour qu'il y ait un peu plus de trains. On nous en annonce 12 quand la gare de Nîmes, la nouvelle gare de Nîmes serait faite. Nous sommes vraiment face à une décision catastrophique prise sur d'autres objectifs que le transport ferroviaire et nous en payons les pots cassés. Ça, je pense que les responsables devraient être, je dis bien, devraient être traduits en justice par rapport à une décision de ce niveau-là. Autre sujet qui fâche, la ligne à grande vitesse, d'ailleurs les deux sont liés. Carole Delga, la présidente de la région, veut les 2 lignes à grande vitesse. Oui. Elle veut le Montpellier-Perpignan, elle veut le Toulouse-Bordeaux. Là c'est pareil, vous ne pourrez pas tout financer, tout aider, on ne pourra pas tout avoir. Nous sommes très favorables à la ligne Montpellier-Perpignan parce qu'elle a une dimension internationale et une dimension fret qui est essentielle pour éviter les 10 000 camions par jour que nous avons sur l'autoroute. Nous avons compris que ce serait difficile. Je pense que rien n'est perdu. Il faut encore se battre. Après, on ne peut pas tout avoir, effectivement. Merci Christian Dupraz. Avec plaisir. Je vous emmène maintenant à Toulouse, dans le quartier Matabio, un quartier en pleine révolution. Un chantier de 15 ans va démarrer. Il va totalement transformer la ville. On va retrouver Jean-Michel Latte, c'est le porteur de ce projet. Il est adjoint à Toulouse et il est en compagnie de Léo. Jean-Michel Latte, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes devant la gare Matabio, ça y est, les travaux ont commencé. Pourquoi vouloir rénover tout ce quartier? Alors, on va créer un centre qui va être le cœur de Toulouse en termes de modalité avec le projet TESO, Toulouse Euro Sud-Ouest. Bien entendu, quand on crée un outil comme ça, il faut en profiter. Et donc on va recréer un cœur de ville autour de l'ancienne gare Matabio. D'ici 10 ans à peu près, ça va ressembler à quoi ici? On va avoir toujours la gare historique qui ne sera pas modifiée en soi, mais on aura tout autour des bâtiments modernes. On aura de ce côté-là la fameuse tour d'Occitanie et sur la gauche de nouveaux bâtiments, puisque c'est une gare qui aura 4 pôles, alors qu'aujourd'hui elle n'a qu'une face. Alors vous créez un pôle aussi, ce qu'on appelle un pôle multimodal. Concrètement, ça va se passer comment ce pôle multimodal ici à Toulouse? Alors ça, c'est la clé de tout. Aujourd'hui, les grandes gares sont des gares où on agrège tous les modes de transport. Et donc ici, nous aurons sur le pôle Marengo un site unique où on retrouvera le métro, les bus, les trains, toutes les catégories de trains, les vélos, etc. etc. Donc l'enjeu, c'est d'avoir sur un même site tous les modes de transport possibles. C'est comme ça que se développent les nouvelles gares. C'est comme ça aussi que petit à petit, on va éjecter les voitures des villes. Voilà, alors éjecter, le mot est un peu fort parce qu'il y aura toujours possibilité d'accéder à la gare par ces 4 pôles en voiture, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. On va surtout proposer des alternatives aux gens qui viennent aujourd'hui en voiture pour qu'ils puissent utiliser d'autres moyens plus simples et moins polluants. La gare va être elle aussi totalement refaite. Vous tablez sur les projets, sur une fréquentation de la gare d'ici 2030 qui serait triplée. On passera à peu près 150 000 voyageurs par jour. Mais si la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse ne se fait pas, est-ce qu'on ne va pas être surdimensionné par rapport à la fréquentation réelle? On est la communauté urbaine qui reçoit le plus de nouveaux habitants, 15 000 par an. Nous sommes la communauté urbaine qui crée le plus d'emplois, 7 000 par an. Donc les facteurs d'usage de la gare sont très importants aujourd'hui, quelles que soient les évolutions des dossiers. Ce que l'on voit à Montpellier avec la gare de la Maugère, qu'on appelle une gare fantôme dans un champ de patates, ça ne vous fait pas peur? Non, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes situations. La gare de la Maugère, elle est hors des murs, j'allais dire, alors que nous sommes vraiment au cœur de la ville. C'est plutôt l'extension de la ville qui va se faire autour de la gare. Alors, le joyau de ce quartier, ça sera là, juste ici, c'est la tour d'Occitanie. Voilà.
C'est un signal, ça sera la première grande tour toulousaine. On est sur 150 mètres. Ça sera un geste architectural. Je crois qu'il faut, dans l'histoire d'une ville, continuer à créer, à construire, à donner des images. 40 étages, 150 mètres de haut, des commerces, un restaurant panoramique, des logements, des bureaux. On a vraiment besoin de ça à Toulouse? La demande de bureaux en centre-ville, elle est immense parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de grands plateaux pour accueillir les entreprises. Donc on sait qu'aujourd'hui, il faut créer ces espaces-là. On sent qu'il y a un grand intérêt autour de la tour, donc j'ai aucune inquiétude sur le fait que tout cela sera rapidement rempli. Ça ne sera pas une coquille vide? Non, et vous savez, les investisseurs qui viennent ne sont pas fous. S'ils viennent avec un tel projet, c'est qu'ils pensent que le projet est plus que viable. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déséquilibrer le tissu urbain en faisant d'ici un quartier très attractif et ce qui pourrait dévitaliser d'autres quartiers de la ville? Je ne pense pas. Une ville, c'est un organisme vivant. C'est quelque chose qui bouge, qui évolue. Et en fait, on va élargir le centre-ville. On aura aujourd'hui un pôle multimodal qui permettra d'accéder plus facilement au centre-ville, qui sera raccordé à ce site. Je crois qu'au contraire, c'est une évolution qui traduit le dynamisme de la ville. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de cette enquête de région. Vous pouvez la revoir sur notre site internet France 3 Occitanie. N'hésitez pas à partager l'émission. Toute l'équipe vous dit à très bientôt pour un nouveau numéro.